Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'hémorragie ménagère, c'est un sujet de la neurochirurgie. Donc d'abord c'est quoi la définition? C'est un écoulement ou une éruption du sang brutal, donc au niveau des espaces sous-arachnoïdiens et au niveau bien sûr au niveau des citernes et au niveau des sillons. Donc, d'abord, où ils sont localisés les espaces sous-arachnoïdiens. On sait que le système nerveux central il est revêtu par trois tuniques. Donc, on a la pimaire qui est accolée donc, au cerveau, puis on a l'arachnoïde. Entre les deux, on a l'espace sous-arachnoïdien, là où ils vont flotter les vaisseaux, donc les cercles de Willis, etc. Ils vont flotter au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Et c'est ici on va voir la lecture des vaisseaux, et c'est ici on va voir l'éruption du sang. Donc, en plus de ça, on a la dulnaire qui n'est pas représentée ici pour un but pédagogique. Maintenant, c'est quoi les étiologies de l'hémorragie ménagère? Donc, en dehors de traumatisme, la cause la plus fréquente, ce sont les anévrismes. C'est quoi ces anévrismes? Donc, c'est une dilatation des vaisseaux. Donc, on a une artère porteuse, on va voir une dilatation des artères. Donc, on va voir un collier, là, ça, c'est ce qu'on appelle le collet. Et on a une dilatation. Pourquoi on va voir cette dilatation? C'est qu'on a un stress à l'intérieur des vaisseaux. D'où il vient ce stress? C'est le plus souvent une hypertension artérielle ou encore donc, les médicaments, donc c'est beaucoup plus les contraceptifs oraux parce qu'ils vont provoquer une augmentation de la pression artérielle. Et par le même mécanisme, le tabac et l'alcool. Pourquoi donc cette augmentation de la pression artérielle va favoriser l'anévrisme? Donc, l'augmentation de la pression artérielle à l'intérieur des vaisseaux, elle va donner un stress sur les tuniques internes. Elle va affaiblir les tuniques internes, d'une part, d'une autre part. Si je vais zoomer ici, donc on sait qu'on a une tunique interne, média, tunique externe. Je vais zoomer média, la média. Au niveau de la média, on sait qu'on a les vasorions, donc ce sont des vaisseaux qui vont vasculariser la média. Donc lors de l'HTA, on va voir une artériolosclérose hyaline. Donc ce sont des plaques hyalines qui sont représentées en vert qui vont gêner la vascularisation bien sûr de la média. Et donc qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir affaiblissement de la média, affaiblissement de tunique interne, dilatation, donc un anévrisme. Si je vais zoomer ici, là, l'anévrisme, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une absence de l'élastique interne. C'est pour dire qu'il y a un risque très important de saignure. Donc, en plus de ça, quels sont les autres facteurs de risque qui vont favoriser la formation d'anévrisme? Donc, on a trois syndrome de Marfan, on a les collagénoses, on a la polycystosnéa quand elle est dominante. Pourquoi? Donc, le premier, c'est pour, donc, le problème, il est dans la fibrilline, et le deuxième, c'est le collagène, le troisième, c'est dans la polycystine. Ces trois-là sont très importants dans la synthèse des couches vasculaires. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des anévrismes. En plus de ça, ces anévrismes, le plus souvent, ils ont cette forme qui est circulaire, mais on peut avoir une forme qui est là, une forme qui est symétrique, et donc c'est une forme fusiforme. Donc, ils ont une forme fusiforme. En plus de ça, on peut avoir donc, un anévrisme suite à ce qu'on appelle l'anévrisme mycotique. Donc l'anévrisme mycotique se voit dans des endocardites infectieuses. Donc les gens ils vont migrer, ils vont se fixer ici, ils vont altérer les couches des vaisseaux, ils vont favoriser des anévrismes. Deuxième étiologie, on a ce qu'on appelle la dysplasie fibromusculaire. C'est quoi ça? Dysplasie, c'est pour dire donc qu'on a une alternance de zones. On a des zones qui ont un très grand nombre de cellules musculaires lisses, et on a des zones qui ont un petit nombre de cellules musculaires lisses. Là, on a un petit nombre de cellules musculaires lisses, on va voir une dilatation, des dilatations. Et là, on a un grand nombre de cellules musculaires lisses, on va voir des zones qui sont hétérogènes. Donc, les zones qui sont dilatées, ils ont un grand risque d'avoir un saignement. Donc, en plus de ça, on a les malformations artério-veineuses. Donc, pourquoi? Et c'est quoi ça d'abord? Donc, à l'état physiologique, on sait qu'on a artère, artériole, capillaire, veinule, veine. Donc, alors, lors des malformations artério-veineuses, on va voir la disparition du capillaire. Donc, on n'a pas de vrais capillaires. Et parce qu'il n'y a pas de vrais capillaires, donc on voit comme si un chien entre artère et veine. Et on sait que les veines, c'est un système donc, qui est à basse pression. Il ne va pas supporter une grande pression des artères. Ce qui va donner une dilatation, il va former un nudus. Donc, nudus vient du mot nid, comme si un nid, donc qui est dilaté, des veines qui sont dilatées, il y a un très grand risque d'avoir un saignement. Les malformations artério-veineuses se voient beaucoup plus chez le sujet jeune, à l'inverse des anévrismes se voient beaucoup plus chez le sujet âgé entre 40 et 60 ans. Il faut savoir que les anévrismes peuvent être nombreuses, peuvent être multiples. Les malformations artério-veineuses, c'est le sujet jeune, donc 20-40 ans, et se localisent beaucoup plus au niveau de parenchyme. C'est pour ça qu'on dit qu'elle donne une hémorragie cérébro-ménagère.
En plus de ça, on a l'angiome caverneux. Angiome pour dire qu'il a une forme tumorale, donc il a un aspect d'une tumeur et qui est drainé par une veine. Il contient des cavernes. Pourquoi? Donc d'abord, il est formé par des vaisseaux de mauvaise qualité et il est formé encore des cellules endothéliales qui sont de mauvaise qualité. Et donc, ces vaisseaux, quand ils sont de mauvaise qualité, ils ne vont pas laisser un bon passage du sang, altération du passage du sang, donc il va s'accumuler au niveau des cavernes. En plus de ça, ces cellules endothéliales qui sont de mauvaise qualité, ils vont laisser le passage du sang et on va voir cette hémorragie qui est ici. Donc, en plus de ça, on a la fistule durale. C'est une connexion anormale entre l'artère et les sinus. Les sinus sont formés par la bulle mère. On sait que la bulle mère, elle a un feuillet périosté, un feuillet méningé. Séparation entre les deux, elle va donner les sinus, comme le sinus sagittal supérieur qui va drainer le LCR. Donc, communication anormale ici, elle peut favoriser la dilatation des vaisseaux et bien sûr le saignement. Donc, maintenant, il faut savoir que les anévrismes, la localisation la plus fréquente, c'est l'artère communicante antérieure. Et puis, c'est l'artère communicante postérieure. Alors, à la fin, c'est l'artère cérébrale moyenne, là où elle va faire la bifurcation. Sur un plan, maintenant, sur le plan physiopathologique et clinique. Donc, on a du sang qui est ici au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Ils vont éviter les méninges. Et au niveau des méninges, les méninges, donc, ils sont innervés par un contingent sensitif des percaniens, surtout le trijumeau. Quand le trijumeau il est irrité, on va voir des céphalées atroces en coup de poignard. C'est la céphalée la plus forte durant la vie du patient, et qui est en casque ou occipital et qui résiste au traitement et qui est brutal. En plus de ça, on va voir un syndrome méningé à cause de dilatation méningée, donc les vomissements qui sont ici, photophobie, phonophobie, c'est le signe de Brudzinski, c'est du Kerning, donc tout ce qu'on sait, on rapporte de syndrome méningé. Sans fièvre, c'est pas comme un méningé, sans fièvre. On peut avoir un fébricule et non pas une fièvre. Et on va comprendre par suite pourquoi. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on peut avoir une mydriase. Cette mydriase, elle va nous orienter que le problème il est localisé au niveau de l'artère communicante postérieure. Pourquoi? Parce que l'artère communicante postérieure, au-dessous de cette artère, passe le nerf oculomoteur. Un problème au niveau de l'artère communicante postérieure, il va comprimer la partie parasympathique qui est superficielle. C'est elle la partie superficielle du nerf oculomoteur. Quand elle est comprimée, libération du sympathique, mydriase. Ici, la compression elle est plus forte. Là, on peut avoir même l'atteinte de la partie interne donc, du nerf qui va provoquer donc, un nystagmus, des divergents, ptosis, etc. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication lors de l'hémorragie méningée? On peut avoir un vasospasme. Pourquoi? Parce que le sang qui est ici, donc il va se dégrader, et ces globules rouges contiennent de l'hémoglobine. Le produit de dégradation de l'hémoglobine, ils vont stimuler celui-là qui est, c'est quoi ça? Ce sont les tyrosine kinases. C'est la tyrosine kinase qui est très joyeuse parce qu'elle va stimuler l'ouverture des canaux calciques, entrée de calcium. L'entrée de calcium favorise contraction, donc vasospasme. Vasospasme, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut donner un AVC ischémique. En plus de ça, comment on va connaître qu'il y a un vasospasme? On fait un Doppler transcrânien. Un Doppler transcrânien au niveau de l'os temporal. Pourquoi? Parce que c'est l'os qui est plus fin et on va regarder donc qu'est-ce qu'il y a au niveau du cercle de Willis et on va voir. Quand on a un vasospasme, on va voir une augmentation de la vitesse du sang parce qu'on a ce vasospasme qui va favoriser l'augmentation de la vitesse de circulation sanguine. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si par exemple, j'ai une malformation artério-veineuse, donc on va voir une hémorragie cérébro-méningée, donc on voit un saignement ici au niveau de parenchyme. Le saignement au niveau de parenchyme, il va stimuler les cellules nerveuses, mais on peut avoir des crises épileptiques, par exemple, une crise épileptique focale. Là, si on a une irritation, par exemple, je vais donner un exemple, c'est pour comprendre seulement, c'est la zone occipitale. Donc d'abord, la zone occipitale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un verre cellulaire visuel primitif. Donc là, on va voir la lumière, on va voir les couleurs, etc. Et puis on a la zone rouge qui est en avant. Là, on va voir par exemple ce objet-là, il a deux extrémités, il est fin. C'est ça ce qu'on va voir. Mais la zone bleue, quand elle va travailler, on va connaître que celui-là, c'est un marqueur. Donc, si l'irritation elle est ici au niveau de la zone verte, on va voir des flashs lumineux.
Si la zone, la zone unité, elle est au niveau de la zone rouge, on va voir un objet, je ne sais pas c'est quoi ce objet. Et si l'irritation, elle est ici au niveau de la zone bleue, on va avoir des objets, on connaît c'est quoi ces objets-là. C'est ça, c'est ce qui va passer. En plus de ça, on peut avoir une irritation de l'hypothalamus à cause de cette hypertension intracrânienne qui va être ici, qui va donner donc un fébricule et non pas une fièvre. En plus de ça, on sait que la cavité crânienne elle est inexpansible, donc en présence de saignement qui est ici, on va augmenter la pression à l'intérieur du crâne, c'est une hypertension intracrânienne, et on va voir un œdème papillaire. Pourquoi on va voir un œdème papillaire? Et pourquoi on ne va pas avoir une ischémie rétinienne? Donc, d'abord, on sait que le nerf optique, il est recouvert par les méninges, il est en train de flotter au niveau de l'espace sous-arachnoïdien. Et donc, la vascularisation de la rétine va être assurée par l'artère centrale de la rétine. Elle va entrer à l'intérieur de ces espaces arachnoïdiens et elle va aller au niveau de la rétine. Alors que le drainage de la rétine va être assuré par la veine centrale de la rétine. Elle va encore venir de la rétine et elle va entrer au niveau de cet espace-là et elle va sortir. Lors de l'hypertension intracrânienne, on va comprimer la veine et non pas l'artère. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir l'ischémie rétinienne. Parce que l'artère, elle a une grande pression, ce n'est pas comme la veine. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir lors de l'hypertension intracrânienne? D'abord, il faut savoir que quand je vais trouver ce œdème papillaire, je ne vais pas faire l'APR, risque d'engagement. En plus de ça, lors de l'hypertension intracrânienne, on peut avoir une hypertension artérielle avec une bradycardie, ce qu'on appelle le réflexe de Cushing. Pourquoi? Donc, on va avoir une bradycardie à cause de l'irritation très importante du nerf vague. Et je vais avoir une hypertension artérielle parce que, qu'est-ce qu'on va voir? Cette hypertension artérielle va provoquer une ischémie au niveau cérébral. L'ischémie, elle va stimuler l'hypothalamus de donner beaucoup de catécholamines qui vont donner la vasoconstriction. On va avoir cette hypertension artérielle. Donc, en plus de ça, lors de cette hémorragie méningée, on va voir une hyponatrémie, une hypovolémie. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qu'on appelle le syndrome de perte de sel d'origine cérébrale. Lors de cette agression cérébrale, on va libérer d'un facteur natriurétique qui est joyeux ici, parce qu'il est venu à partir du cerveau. Il va aller où? Il va aller au niveau de rein. Il va favoriser l'élimination du sodium et du lot, qui va donner une hyponatrémie et une hypovolémie. On va le corriger par suite lors des traitements. En plus de ça, on peut avoir une hydrocéphalie. Et cette hydrocéphalie, elle peut être aiguë comme elle peut être chronique. C'est quoi la différence? C'est que d'abord, il faut faire un rappel de circulation de LCR. Le LCR va venir à partir des plexus qui sont localisés au niveau des ventricules latéraux. Donc, il va se représenter en bleu ici. Il va passer par le trou de Monroe. Puis ça, c'est le troisième ventricule. C'est le ventricule de déencéphale, alors que les ventricules latéraux, ce sont les ventricules de téléencéphale. Et puis, on va voir l'aqueduc du cephalus. Donc, c'est un aqueduc de mésencéphale. Et donc, on va voir une dilatation ici au niveau du pont et au niveau du bulbe pour former le quatrième ventricule. Le liquide, il va arriver ici, il va sortir de façon latérale par les trous du Mushka et il peut sortir d'une partie médiale par le trou de Monroe et puis il va aller au niveau des espaces sous-arachnoïdiens et il va monter ici au niveau du plexus sagittaire, tout va être drainé. C'est ça l'histoire de l'SCR. Donc, lors de cette hémorragie méningée, on peut avoir, si on a une hémorragie cérébro-méningée, on peut avoir une inondation des ventricules. Et le sang, quand il est ici, il peut bloquer ce conduit-là. Et quand il va bloquer ce conduit-là, c'est une hydrocéphalie obstructive qui est aiguë. Et là, c'est la nécessité de faire un drainage qui est externe, non pas interne. Pourquoi? Parce qu'on a un risque important d'avoir de blocage de la tuyauterie par la coagulation sanguine. Donc, on peut avoir une hydrocéphalie qui est chronique. Quand est-ce? C'est quand le sang il va arriver ici au niveau du plexus, il va boucher les granulations qui drainent le LCR. Et là, on va voir une augmentation de la quantité de LCR et de sang au niveau de ces espaces SA et au niveau de quatrième, troisième et le ventricule latéral, ce qu'on appelle une hydrocéphalie communicante et qui est chronique et qui nécessite un drainage qui est interne et non pas externe parce qu'elle est chronique. Et qu'est-ce que je vais trouver quand elle est chronique? Je vais trouver la triade d'Adams et Hakim. Là, on va trouver des troubles intellectuels, troubles sphinctériens et bien sûr troubles de la marche. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir lors de l'hémorragie méningée? On peut avoir une atteinte qui est cardiaque. Pourquoi on va voir une atteinte qui est cardiaque? Et quel est le type de cette atteinte cardiaque?
Donc, dans la cardio, il y a un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'Okatsubo. Donc, c'est quoi ça? C'est un syndrome qui se voit chez les femmes, donc post-ménopause, ils vont être très stressés, ils vont libérer beaucoup de catécholamines. Beaucoup de catécholamines, ils vont provoquer un dysfonctionnement de ventricule gauche. Le dysfonctionnement de ventricule gauche, elle va provoquer une dilatation de ventricule gauche. Et quand je vais faire l'écho Doppler, je vais trouver une akinésie de l'apex et je vais trouver lors de l'ECG comme s'il y a un syndrome coronarien, donc susdécalage du segment ST, et on va trouver les enzymes musculaires qui sont élevées là. Donc le plus souvent, donc, elle a une évolution spontanée en un mois, elle va avoir une régression. Et pourquoi on va voir ce syndrome d'Okatsubo qui est connu chez les femmes en post-ménopause lors de l'hémorragie méningée? Parce que l'hypothalamus il est très stimulé par cette hémorragie méningée qui va donner une guerre des catécholamines. On a une guerre des catécholamines qui va altérer le fonctionnement du cœur. Et quand le cœur il est altéré, comme j'ai expliqué, on va voir une dilatation du ventricule gauche. Le sang, il va revenir, donc on va voir une augmentation du sang au niveau des veines pulmonaires et au niveau donc, des capillaires, des alvéoles. En plus de ça, les catécholamines favorisent l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux au niveau du poumon. Donc en plus de l'augmentation de cette pression, augmentation de la perméabilité, on va voir un œdème. Donc on va voir un œdème qui va être ici. En plus de ça, sur un plan pulmonaire, on n'a pas seulement que l'œdème qui va s'installer, on peut avoir une diminution de la fréquence respiratoire parce que cette hypertension intracrânienne, elle va comprimer le centre de respiration. Donc, tout ça, c'est pour les complications. Il y a une autre complication, là, c'est le ressaignement. Le ressaignement, quand on va voir un ressaignement, on a un risque donc, de mortalité qui est à 70%. Donc, et là, il faut savoir que le vasospasme se voit entre le 3e et le 5e jour. Le ressaignement, il peut se voir à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de cette hémorragie méningée? On va faire un TDM cérébral sans injection. Je vais trouver cette hyperdensité, donc de ce spontané au niveau des citernes, au niveau des sillons. Je peux trouver un hématome si l'hémorragie est cérébro-méningée et je vais chercher les complications, par exemple hydrocéphalie, un œdème cérébral, etc. Donc, quand il est normal, il n'élimine pas le diagnostic. Pourquoi? Parce que si on a un anévrisme qui est un saignement ou un anévrisme qui est moins de 2 mm et qui est proche de l'os, donc le TDM cérébral, donc son injection, elle ne peut pas le voir. En plus de ça, on va faire l'angioscan, donc un TDM cérébral avec injection, à visée étiologique pour chercher l'anévrisme. Et donc, quand je vais faire mon TDM cérébral sans injection et je vais trouver des saignements, je vais classer mon saignement selon la classification de Fleischer. C'est une classification qui est facile. Donc, 1, il n'y a rien. 2, il y a un saignement qui est moins de 1 mm. 3, il y a un saignement qui est plus de 1 mm. 4, donc il y a un hématome où on a une inondation ventriculaire. Là, c'est pour un but de voir la gravité des choses. Donc, et puis, si par exemple la TDM cérébrale elle est normale et la suspicion clinique elle est là, on a une grande suspicion d'hémorragie méningée, ou par exemple le TDM cérébral il est indispensable, là je vais faire la ponction lombaire. Et là, quand je vais faire la ponction lombaire, je vais trouver un sang incoagulable. Là, on va faire l'épreuve des 3 verres qui vont rester donc rouges, les 3 sont rouges. Et elles peuvent être donc jaunâtres si elles vont dépasser certains seuils de temps à cause de la réaction des automatiques, etc. Donc, si je vais trouver un sang qui est coagulable, là, cela ne veut pas dire qu'il y a une hémorragie méningée, c'est qu'on a fait une PR qui est traumatique. Pourquoi? Parce que si je vais rentrer ici pour faire la ponction lombaire et je vais toucher un vaisseau, donc quand je vais toucher un vaisseau, ça c'est le vaisseau, je vais toucher le vaisseau, libération de facteur tissulaire. Facteur tissulaire, c'est lui qui va favoriser la coagulation. Donc, je vais trouver un sang qui est coagulable. Lors de l'hémorragie méningée, donc le vaisseau il est ici. Il a subi donc un anévrisme, une rupture. Le facteur tissulaire, survenu de plaquettes, ils vont essayer de former le clot plaquettaire, ils vont essayer de colmater cette brèche, mais le facteur tissulaire ne va pas venir jusqu'à ici. Donc, c'est pour cela qu'il est incoagulable. Donc, pour le traitement, on a patient inconscient, patient conscient. Si le patient il est conscient, là, on va hospitaliser le patient.
une position de mi-assise. Pourquoi? Pour assurer le drainage veineux, diminuer cette hémorragie. Liberté des voies aériennes supérieures, c'est très important. L'oxygénothérapie, parce qu'on a un problème, déjà on a une fréquence respiratoire qui peut être diminuée, on peut avoir un œdème qui a commencé à s'installer. En plus, on va donner un antalgique parce que c'est une douleur très importante. On va donner un antiépileptique parce qu'on peut avoir une épilepsie. Donc la tension artérielle va être en autour de 150 mmHg. Il faut éviter les hypotensions parce qu'on peut avoir déjà un vasospasme qui est ici. Avec une hypotension, on peut aggraver les choses. En plus de ça, si on a une augmentation de la pression artérielle au-dessus de ce seuil, on peut utiliser les inhibiteurs calciques. En plus, il faut donc régler le problème de la volémie parce que là, on a une hypovolémie. En plus de ça, cette hypovolémie, je sais que tu vas la laisser, elle va favoriser les vasospasmes. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On va prendre la minodipine, donc c'est un inhibiteur classique, pour la prévention de ces inhibiteurs classiques. On va les prendre pour une durée de 21 jours. En plus de ça, on va traiter l'étiologie. On va faire soit c'est de la chirurgie, soit c'est la neuroradio interventionnelle. Donc, la neuroradio interventionnelle, c'est pour faire l'occlusion de suranévrisme par des spires qui sont métalliques, on appelle des coils. Donc, ce sont comme si en forme d'hélice, comme ça. Quand on va entrer, on entre au niveau de l'anévrisme, on les libère, ils vont fermer ce anévrisme. Mais il faut avoir un collet qui est étroit. Donc, on va faire pour les anévrismes qui ont un collet qui est étroit, et on va les faire beaucoup plus pour les sujets âgés et non pas sujets jeunes, parce que le sujet jeune, c'est beaucoup plus on fait de la chirurgie. Et là, on va pas faire une chirurgie pour un sujet qui est âgé. Donc, on va faire cette occlusion par des spires métalliques des anévrismes. Mais comment on va arriver ici? On va faire notre angiographie. Là, on va entrer par voie. Il faut faire une anesthésie locale ou générale, entrer par voie fémorale, et puis par cathéter jusqu'au cœur, aorte, et puis carotide. Et on va commencer par le côté le suspect qui a un anévrisme. On va injecter le produit de contraste, donc on va injecter du côté droit, puis côté gauche, donc carotide droite, carotide gauche, et puis le système vertébro-basilaire. C'est pour ça qu'elle est appelée des 4 axes. Et puis, je vais utiliser les coils pour fermer ce anévrisme. Sinon, on peut faire la chirurgie. Donc, la chirurgie, on utilise des clips. Donc, on va faire une chirurgie. On va faire des clips qui vont fermer ces collets. C'est beaucoup plus quand on a un collet qui est grand. Parce que s'il était petit, si tu vas mettre les coils, ils vont tomber. Donc, on va l'utiliser pour les anévrismes qui ont un collet qui est grand et pour les sujets qui sont jeunes. Ça, c'est pour le patient conscient. Patient inconscient, là, le patient quand il est inconscient, hospitalisation, on va assurer la respiration, l'oxygénothérapie. S'il ne va pas répondre, donc respiro2 reste encore diminué, là, il faut faire l'intubation. Sinon, si par exemple il y a un score de Glasgow qui est inférieur à 8, il faut intuber parce que il ne peut pas assurer la libération des voies aériennes. Il peut se collarer. Là, on va faire l'intubation. Après l'intubation, on va assurer la ventilation. On va le brancher avec un appareil. Là, ce qu'on appelle la ventilation mécanique continue. Là, elle peut régler, c'est ça, au niveau de la réanimation, parce que le patient il est inconscient. Ça, c'est la conduite. Donc, on va régler le volume courant, fréquence respiratoire, la FiO2, le pourcentage d'oxygène, et la PER. C'est quoi la PER? C'est la pression expiratoire positive. Là, vous pouvez garder l'alvéole ouvert. Pourquoi? Parce que j'ai un œdème qui peut s'installer ici. Si j'ai l'œdème qui est ici, il faut que j'augmente la PEP pour éviter le collapsus de ces alvéoles. Donc on peut utiliser cette VMC, ventilation mécanique continue, comme on peut utiliser un autre mécanisme d'assurer la respiration, c'est le mode de ventilation à aide adaptative ASV. Ça c'est quoi? C'est un autre mode qui assure la ventilation, mais l'avantage c'est qu'on va garder la spontanée dans la réa, donc ils disent spontanée, c'est la respiration spontanée, on va garder une spontanée, c'est pour cela, donc on favorise ces sujets qui ont cette hémorragie méningée beaucoup plus ce mode-là, comme on peut utiliser la VMC. Donc c'est ça, et par suite on va traiter l'étiologie. Donc c'est ça l'hémorragie méningée d'une façon générale, donc je vous remercie.